Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 344. Aujourd'hui, on reste dans la cage pour parler de l'UFC 318 et de la rivalité entre Max Holloway et Dustin Poirier. Ils se sont déjà affrontés 2 fois et c'est toujours de Diamond Poirier qui l'a emporté pour le dernier combat de sa carrière. Il espère boucler la boucle et repartir vainqueur de cette trilogie. Et à mes côtés pour en parler aujourd'hui, le pilier du RMC Fighter Club, Baba. Ça va Baba? Salut messieurs, ça va, super. Plutôt combat émotionnel pour toi, sportif? J'aime bien les deux combattants, j'aime beaucoup les deux combattants, mais j'aime l'enjeu sportif, même si c'est un combat de retraite, j'aime bien. Intéressant. Et Anthony Sterpini de la rédaction RMC Sport, ça va Anto? Ça va et toi Charles, ça va Baba? Ça va et toi? Ouais, toi aussi, l'enjeu sportif il te plaît sur ce combat? Ouais, moi c'est plus le sportif qui me plaît dans ce combat-là plutôt que l'histoire. Ouais. Et donc, après 2012 et 2019, 2 des plus grosses stars des 15 dernières années à l'UFC vont se retrouver pour la toute dernière fois. Le temps que Kedji envoie un coup, il y en a 3 qui sont partis pour Holloway. I felt great, I had a great camp, no injuries. I went out here, did my thing. You're just a better man tonight, but he gave me the name Bounce Back, so I'll see you again, my friend. Fans being heard from now, about a minute gone by round 2. Justin Gaethje kicks Dustin Poirier into the stratosphere. Un mec qui a du mental, qui est dur au mal, qui a un savoir-faire, qui est complet. Merci à Flavien Ziolkowski pour cette prod. On va d'abord parler du contexte général de l'UFC 318. Ça va se passer ce week-end donc à la Nouvelle-Orléans, c'est en Louisiane et c'est chez Dustin Poirier parce qu'il est originaire de Lafayette, c'est à peu près à 2 heures de route. L'UFC n'était pas revenu à la Nouvelle-Orléans depuis 2015 et ce sera seulement le 6e événement organisé là-bas. Encore plus dingue, le dernier numéroté à New Orleans, c'était l'UFC 27. Wow. C'était le 22 septembre 2000. Ça remonte un petit peu. Ouais. Par rapport à ce contexte-là, les gars, est-ce qu'on peut s'attendre à une ambiance, vous croyez, un peu européenne, à une grosse fête, c'est-à-dire parce que on connaît les ambiances UFC américaines un petit peu aseptisées de temps en temps. Est-ce qu'on peut s'attendre à une plus grosse fête par rapport au contexte aussi historique et populaire de la Nouvelle-Orléans? Ouais, ceux qui ont déjà été et qui ont eu la chance d'y aller, en tout cas, c'est un endroit hyper festif. C'est vraiment un endroit à part aux États-Unis que j'aime beaucoup personnellement, en tout cas. Et ouais, le contexte il est différent. On fait la fête un peu différemment. Les gens sont très cool. Donc en plus il y a l'enfant du pays, tu vois, donc j'imagine que Cormier sera là aussi pour faire beaucoup de contenu par rapport à cet event-là. Donc ouais, non, je pense que ça va être différent et ça va être bien. Anto, en plus, en 2015 sur la Fight Night, la dernière qui a eu lieu là-bas à la Nouvelle-Orléans, c'était Dan Henderson contre Tim Butch et Poirier, il avait été mis sur la carte. C'était donc il y a 10 ans. Poirier, on l'a vu souvent très émotif. Il peut aussi pleurer à la fin des combats, que ce soit victoire ou défaite, il est assez émotif. Là, pour lui, ça risque pour lui et pour le public, pour les téléspectateurs, d'être un gros moment d'émotion, quel que soit le résultat. Ouais, c'est exactement ça. C'est un gros moment d'émotion. En plus, d'autant plus que c'est un événement qu'il a prévu lui-même. Il l'a toujours dit, il veut prendre sa retraite et pas que le sport le mette à la retraite, et donc lui il a décidé donc de construire sa retraite. Il voulait une légende, il l'a eu, on en reparlera peut-être, c'est pas vraiment la légende qu'il voulait affronter. Donc là il a décidé de terminer à la Nouvelle-Orléans. Il est très émotif et moi je le sens préparé. On l'a vu dans son dernier camp d'entraînement contre Islam Makhachev. Oui, sportivement il est bon, mais il pensait déjà à la retraite à ce moment-là. Et il avait l'air très très apaisé, même au moment de faire l'interview d'après-combat. Un Dustin Poirier très apaisé. Et donc je pense qu'on aura un Dustin Poirier prêt pour l'UFC de 318 ce week-end. Après, il y a un truc assez dingue quand même, c'est que on sait que ça a toujours été un très bon soldat pour l'UFC, Dustin Poirier, pas de problème là-dessus. Mais on l'a vu encore récemment avec José Aldo à Montréal, l'UFC rate généralement les sorties de ces grandes stars et de ces grandes légendes. Là, pourquoi est-ce que Dustin Poirier il a eu une sorte de passe-droit de pouvoir faire un événement sur mesure chez lui? On le dit, ils n'étaient pas venus là-bas depuis 10 ans.
très peu d'événements à la Nouvelle-Orléans. Donc clairement, c'est pour lui qu'ils sont venus. Pourquoi lui, il a ce passe-droit et pas d'autres? Parce que Poirier, depuis son arrivée à l'UFC, c'est un des meilleurs compagnie men de l'histoire de cette organisation. Il a toujours répondu présent quand l'UFC a eu besoin. Il a rendu des services, il a pris du short notice pour sauver des cartes. Il a fait des main events qui étaient des bourbiers pour lui, mais qui servaient à l'UFC. Il a combattu pendant le confinement. Il a donné une guerre contre Hooker qui a permis un petit peu de redémarrer le truc. Donc, il a fait tellement de choses pour cet orga que c'était... Tu espérais que l'UFC fasse la bonne chose avec lui, et c'est cool qu'il l'ait fait. Ça va mettre à leur crédit pour le coup. C'est vrai qu'on se dit que c'est normal, hein, Anto, mais ils le font pour tellement peu de gars, en fait. Tu vois, finalement, John Jones, il a eu une sortie, beaucoup par sa faute, mais pour Ave, José Aldo, et puis on pourrait les citer vraiment quasiment tous, en fait. Ouais. Toi aussi, tu comprends que lui, par rapport à ce qu'il a donné aussi pour l'orga, prêt à relever n'importe quel défi, rarement refuser des combats, toujours être au poids à la pesée, c'est le compagnon par excellence. Même, on peut rajouter aussi Ned Diaz qui a eu une sortie complètement ratée à l'UFC, alors que l'une des stars aussi qui a fait monter le MMA. Dustin Poirier, comme disait Baba, compagnie men, mais dès son premier combat UFC, il combattait à la WEC. Ils ont été achetés donc, par l'UFC. Son premier combat UFC, c'est un short notice de 2 semaines. Ouais. Donc ça posait déjà les bases de ce qu'était Dustin Poirier à l'époque et ce qu'il va devenir à l'UFC. Jamais refuser un combat, prendre McGregor un nombre incalculable de fois, même au lieu de refuser, ne pas prendre un title shot, laisser Chandler et Oliveira se battre et prendre McGregor comme l'UFC le voulait. Bon, après ça, prendre McGregor, personne ne dit non. Personne n'a refusé, faut le dire. Moi, on m'appelle pour aller prendre McGregor, j'y vais très clairement. Baba, toi, tu vas aussi, je pense. J'y vais demain. Je suis pas sûr que Conor il y aille. Demain, tu bosses, Baba, tu peux pas. Faut poser un RTT si tu veux aller pour Conor demain. Bon, en face, il y a Max Holloway. Il va mettre sa ceinture BMF en jeu. On le sait, c'est une ceinture qu'on qualifie de symbolique à l'UFC. Pour vous, ces deux noms et ce titre, est-ce que c'est suffisant pour être main d'un gros numéroté? Pour moi, oui. Oui. Ouais, et même la ceinture en BMF, vous en avez pas un peu marre de cette ceinture? Perso, j'en ai pas besoin pour je ça. Pense qu'il y avait pas besoin, je pense qu'il n'y avait même pas besoin de mettre la BMF, mais comme l'UFC aime bien numéroter, mettre une ceinture. Voilà, c'est ça. À moins qu'il y ait McGregor, en fait, c'est compliqué de mettre 2 gars en main event numéroté sans ceinture. C'est vrai qu'ils ont fait ça. C'est eux qui se sont coincés dans leur propre truc, dans cette procédure-là, alors que ce combat-là, on n'a pas besoin. Bon, maintenant, la ceinture, elle existe, et puis elle a la propriété de l'un des deux. Donc, écoute, c'est tant mieux. Maintenant, si Poirier gagne et part avec, ce sera un peu bizarre, parce que rendre vacante une ceinture qui est déjà un petit peu une ceinture en chocolat. Alors, justement, c'est ce que je voulais vous demander sur cette ceinture. Déjà en 2023, le numéroté de juillet, ça avait déjà été la ceinture BMF, justement avec Gaethje qui avait mis un énorme KO à Poirier. Mais est-ce que ce serait pas aussi l'occasion, si Poirier la gagne, de se dire il prend sa retraite et on arrête la ceinture BMF? C'est vrai que ça peut les dépanner comme on voit que ça les dépanne là, mais moi je me dis que pour l'UFC, c'est l'occasion parfaite. Poirier, la légende, part avec la ceinture, il l'amène chez lui, plus personne ne l'aura jamais, c'est Poirier qui la garde. Ouais, ça fait un peu retirer le maillot d'un joueur en NBA, pourquoi pas, ouais. Moi, je te dis vraiment, la ceinture, j'oublie même qu'elle est en jeu tout le temps, donc s'il l'arrête, c'est bien, s'il l'arrête pas, moi, je vais continuer de... Non, mais surtout qu'il le fasse, en fait. Vraiment, s'il vous plaît, faites-le, parce que c'est une ceinture qui sert pas à grand-chose. Ok, BMF, ça rajoute peut-être du prestige à certains combats, mais... Le faire une fois, fallait juste le faire une fois en fait. En fait, c'était cool, voilà, le Masvidal Diaz, comment la ceinture elle est née, tout le narratif autour de voilà, c'est moi, c'est toi, etc. L'Est contre l'Ouest, il y avait quelque chose qui était cool à faire. Mais l'UFC, c'est pas faire les choses une fois, tu vois. Ils ont dit, ok, c'est bon, on va continuer. Quand ça fonctionne, ils y vont. C'est ça, la BMF, elle avait été créée en 2019, Masvidal contre Diaz. On s'en souvient, si tu dis, la théâtralisation, il y avait The Rock qui avait remis la ceinture, c'était au Madison Square Garden à New York, c'était énorme. Ensuite, on a eu Poirier contre Gaethje, puis on a eu Holloway contre Gaethje, et puis pour cette UFC 318, on a Holloway contre Poirier. Pour vous, lequel juste de ces combats le plus représenté vraiment le BMF? Toi, tu disais, c'est Masvidal contre Diaz parce que c'était l'originel? Alors, sur le combat, ça a été un combat à sens unique. Donc, je vais pas te dire que le combat a représenté l'esprit de la ceinture, entre guillemets. Enfin, oui et non. En même temps, c'est 2 gars qui ont cet esprit-là, de dire, nous, on vient pour la bagarre. Peu importe contre qui, contre quoi. Donc, c'est vrai qu'ils représentaient l'esprit. C'est pour ça qu'elle est née avec eux. Après, derrière, tant que c'est disputé avec des mecs comme ça, des Holloway, des Poirier, des Gaethje, on est toujours dans l'esprit de gars qui viennent pour proposer du spectacle. Donc... ouais, je vais peut-être te dire Masvidal Diaz parce que c'est le premier,
Mais j'avais bien aimé quand ils avaient fait le Gaethje Poirier, le deuxième. Là, tu disais, ouais, franchement, ouais. Après, pour moi, tu vois, l'ADN Bad Boy, en fait, Poirier, il l'a pas peut-être dans sa manière de combattre, mais quand vraiment tu te dis badass motherfucker, le vrai bad boy comme on l'imagine, tu vois, Masvidal, Diaz, ça collait beaucoup plus pour moi que par exemple des mecs comme Poirier ou même comme Gaethje. Le résultat du combat entre Holloway et Gaethje, celui-là, c'est le vrai BMF. En vrai, en fight, ce qui s'est passé à la fin, on dit ça c'est BMF, les 10 dernières secondes, c'est incroyable. Mais dans la personnalité des mecs, pour moi, il y en a qui collent un petit peu moins. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il y a un peu un manquement parce que Poirier, c'est le bon gars. À chaque fois, à chaque fin de combat, il remercie le combattant en face de lui. Il n'a jamais eu de gros trash talk avec certains combattants. Ouais, limite avec Conor. Même quand Conor il parlait de sa femme, il n'a jamais répondu. Ça n'a pas été si méchant. Ouais. Ça a jamais été. Et même contre Gaethje, c'est deux mecs sympas. C'est juste des mecs, quand ils arrivent dans la cage, à certains moments, ils posent le cerveau à côté et on y va. Et si l'ADN BMF pour eux, c'est quand on est dans la cage, on pose le cerveau, oui, ça rentre dedans. Mais s'il y a vraiment toute cette théâtralisation, tu prends tout dans la globalité, non, tu feras pas mieux qu'un Nate Diaz Masvidal. Ouais, c'est l'esprit, il faut voir. À l'époque, les fans, au milieu des années 2000, quand il y avait le Pride et tout, le Dream, et t'avais des mecs comme Eddie Alvarez, on parlait tout le temps de violence weight. On disait toujours, il faut une ceinture violence weight avec ces mecs-là, Alvarez et tout, Gilbert Melendez, tout ça. On a eu les combats, on n'a pas eu cette espèce de ceinture fictive. Donc, quand c'est arrivé, je pense que ça a contenté beaucoup de gens. Maintenant, c'est vrai, en dehors de l'esprit Masvidal Diaz, tu sais, le mec, il était venu avec son costard de Scarface et tout. Ouais, c'est vrai que peut-être c'est pas. Faut abandonner la chose. Ouais. On va se concentrer sur ce Holloway contre Poirier. Retour au combat, du coup. Déjà, comment s'est monté ce fight ? On va revenir un petit peu sur les derniers mois des deux combattants. D'abord, Poirier, il voulait Gaethje. Alors, on a dit c'est un événement sur mesure. Juste à ce détail près-là, que Gaethje, lui, n'a pas voulu faire ce combat. Ouais. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous auriez préféré voir Gaethje à la place d'Holloway ? Si je suis dans les pompes de Gaethje, il a totalement raison de ne pas le faire. Tu viens de le mettre KO. Certes, vous êtes à 1-1, mais tu as encore des aspirations pour le titre, même si le futur lui a un peu donné tort, entre guillemets. Au moment où il décide de ne pas le faire, je le comprends à 100%. Je comprends que Poirier le demande, évidemment, mais je comprends que Gaethje dise non. Ouais, je suis plutôt d'accord avec Baba, mais même si sportivement, je préfère un Justin Gaethje contre Dustin Poirier où tu as vraiment un 1-1, alors que là, tu as un 2-0 entre Dustin Poirier et Max Holloway, et c'est 2-0 legit. C'est pas, on discute du résultat, même la décision, elle est logique, elle est pour Poirier aussi. Donc dommage, mais après, il voulait un combat contre une légende, il l'a. Les deux, ils sortent d'une défaite pour une ceinture UFC. Poirier contre Makhachev, c'était en juin 2024, et Holloway contre Topuria, c'était en octobre dernier. Vous disiez que sportivement, ce match-up vous plaisait. Expliquez-moi un petit peu pourquoi. C'est quoi ? C'est par rapport à leur ADN justement de combattant. On parlait d'ADN bad boy qu'ils n'ont pas forcément, mais leur ADN de fighter, de striker, ça ils l'ont vraiment. Et c'est pour ça que vous avez encore envie de les voir au centre de la cage tous les deux. Ouais, bien sûr. C'est deux strikers agressifs. Réellement, on va avoir un combat debout pendant 5 reprises si ça va jusqu'au bout, avec du volume, avec de la qualité, avec un grand sens tactique aussi des deux côtés. Même si Poirier il aime bien jeter un petit peu des fois la tactique pour être full offense, mais on sait qu'il y aura un beau combat. Les deux ont étoffé encore leur game depuis la deuxième fois. C'était largement un combat de boxe, le deuxième. Les deux utilisent beaucoup plus les coups de pied aujourd'hui. Surtout Poirier qui utilise beaucoup son middle jambe arrière maintenant. Donc, non, c'est un combat qui sera toujours intéressant à regarder. Ouais. Il faut dire en plus, c'est deux strikers qui se complètent très bien. Il y en a un qui va se contenter de la distance, de vraiment chercher à mettre en difficulté plus loin son adversaire en la personne de Max Holloway, et un Dustin Poirier qui est beaucoup plus dans la boîte, beaucoup plus dans le contre. Et donc, c'est deux styles, pas forcément la faiblesse de l'un ou de l'autre, mais on sait que forcément, que ça fasse 1, 2, 3, 4 ou 5 rounds, ça sera forcément un énorme combat debout. Ouais. Max Holloway, après la 3e défaite contre Volkanovski en 2022, moi je le dis, je me disais je vais avoir du mal à le voir revenir. Il avait que 30 ans, pourtant il était encore jeune, mais tu vois, à revenir vraiment au top du top, aller encore prendre des title shots, aller prendre beaucoup de top 5, parce que derrière, ils lui mettent Allen, Korean Zombie, c'est de bons combattants, mais on n'était pas sur les stratosphères qu'ils pouvaient aller chercher juste avant. Finalement, il y a ce KO contre Gaethje, qui est un KO dingue à la dernière seconde. Max Holloway, il prend beaucoup de coups. Pour vous, il lui reste combien de temps encore à pouvoir justement affronter des top 5 ? 33 ans, Justin, 33 ans pour Max Holloway. La réponse que je te dirais, moi, c'est que j'espère pour lui pas trop, parce qu'il a pris quand même pas mal de dégâts dans sa carrière. J'espère que c'est pas déjà trop tard. Et puis surtout, à mon sens, ouais, c'est pas faux ce que tu dis, Anto. Et puis surtout,
En tout cas, moi, je pense qu'il s'est entêté trop longtemps en featherweight. Il a à cause de trop fait le Volker. cutting. Il a fait trop à la fin. À cause de la KT du cutting. Ouais, c'était déjà ça, le cutting, ça fait des années qu'il est dur pour lui. Tu vois, il arrive comme un zombie quand il vient à la peser. Il s'est entêté parce qu'il pensait pouvoir récupérer la ceinture. Et honnêtement, si c'était pas Topuria, il aurait probablement récupéré. Donc déjà, t'as fait beaucoup de dégâts à ton corps sur ce cutting-là. Pour prendre un énorme KO derrière, je pense qu'il aurait dû monter avant, il aurait pu s'ajouter d'autres années. Là, s'il était raisonnable, il y a peut-être 2 ans. Ouais, mais justement, quand il monte en 2019, c'est pour la ceinture intérim chez les lightweight. Ouais. Il perd, c'est peut-être ça qui l'a refroidi aussi. Il monte, il se prend une défaite, il décide de redescendre. Ouais, non, mais il se fait pas humilier. Hein. Il se fait pas humilier, mais il perd. C'est pas une défaite humiliante, oui, tu quand t'es perds. en 2019, à ce moment-là, il est au top. Il est sur sa win streak en plus. Il est sur sa win streak. C'est Poirier qui stoppe la win streak de 13 combats d'affilée de Max Holloway. Donc ça le refroidit un petit peu. Il se dit, j'ai plus de choses à faire en 66. Ouais, mais je peux comprendre ce classement. Ouais, mais c'est plus aussi il prend, c'est pas un mini short notice non plus, mais il a pas fait, comme il a fait à l'UFC 300, une vraie montée en 70. Là, c'était vraiment, je suis en 66, bah ok, je monte en 70. On en parlait sur le podcast avec dans l'UFC 317 avec Topuria, qui lui, s'il monte en 77, il le fera qu'une fois. Bah Max Holloway, il est rentré avec cette pensée-là. Je vais monter, mais une seule fois, je redescendrai après. Peut-être qu'avec une meilleure montée, il y aurait un combat beaucoup plus compétitif. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, en rajoutant du contexte, à ce moment-là, il avait fait un petit peu n'importe quoi, tu vois. Il était monté comme ça, sans vraie préparation. Il avait essayé de prendre le combat contre Khabib, ça avait été compliqué. Il y avait eu cet event où il annule pendant la Fight Week parce qu'il a des problèmes de commotion, tu vois. Contre Ortega, je crois. Donc c'était une période où même il faisait trop sparring dur. Il avait dit lui-même, il a arrêté les sparring après ça. Je pense que ce qu'il a fait derrière, ça lui donnait une autre chance à 65 kilos, sauf que malheureusement pour lui, il est tombé sur Volk. Mais à ce moment-là, c'était plutôt logique de redescendre. Par contre, une fois que tu perds contre Volk les 3 fois, faut monter. Là, de toute façon, tu as fait ce que tu devais faire à 65. Pour redescendre, prendre des mecs qui sont agressifs, qui tapent beaucoup. Donc, tu vas prendre des coups contre Qatar, tu vas prendre des coups contre Yair. C'était peut-être pas la bonne chose à faire. Ouais, on va évoquer aussi ces trilogies qui ont marqué l'histoire de l'UFC à certains moments différents de leur histoire. Avant de perdre contre Topuria, on parlait de Topuria parce que lui, il a réussi cette montée des 66 aux 70 il y a peu de temps pour le dernier UFC 317. Il s'est pris un gros KO. Max Holloway, c'était le premier de sa carrière, jamais il s'était fait mettre KO, même s'il prend beaucoup de coups, il a un des mentons les plus résistants de l'UFC. Ça peut changer quelque chose dans son attitude, dans sa confiance, quand on va le voir rentrer dans la cage, vous croyez ? Normalement, le premier KO, ça change. Ça te change un peu. Il y a une petite crainte qui est là, et cette crainte, elle va s'envoler qu'après avoir encaissé le premier coup. Ça, c'est l'expérience qui le dit. Maintenant, Holloway, il a une mentalité un peu différente quand même. C'est un mec qui est quand même sûr de ses forces. Il sait que ça peut arriver. Derrière, il vient de voir Topuria exploser Charles Oliveira. C'est chiant que t'aies perdu. Mais ça te donne un peu plus de réconfort. De voir ça, tu te dis, bon, en fait, j'ai perdu contre un monstre, là, tu vois. Il est en train de descendre tout le monde. Donc, il y aura une petite appréhension. Mais s'il est dans l'optique de ce qu'il a montré dans les 2 premières reprises contre Topuria et de ce qu'il a montré contre Gaethje, moi, je trouve que c'est très intéressant. Dans sa gestion du combat, c'est intéressant. Ouais, c'est quand même l'occasion de se remettre encore à nouveau après cette défaite vraiment en haut d'une liste et de pouvoir continuer. Parce est-ce qu'il va continuer en 70 derrière ? Bah oui, il l'a dit, ça c'est officiel. Donc il va continuer en 70. C'est terminé de descendre. Donc là, son but, c'est de battre Poirier, de gâcher la fête à la Nouvelle-Orléans et de s'installer chez les 70. S'installer chez les 70, dommage, c'est que celui qui t'a mis KO en 66, bah lui aussi. Ah, il est là, monté, il est champion. Ah, même si Poirier, avant qu'il accède à un combat pour la ceinture contre Topuria, il lui faudra un minimum de combats. Oui, bien évidemment, mais parce qu'il y a du monde devant. Je suis d'accord avec toi. Et puis pour revenir au sur l'histoire du KO, depuis qu'il a pris ce KO contre Topuria, on l'a vu, il fait plein de vidéos sur YouTube. Il s'est dit qu'il n'a jamais autant mis un gi de sa vie. Ça fait longtemps qu'il n'avait jamais fait autant de JJB, autant de grappling. Ça montre que déjà que bon. Ok, aller à la bagarre, c'est cool, mais ça a une certaine limite. Ouais, intelligent, en tout cas, de réadapter peut-être ses méthodes d'entraînement et sa tactique à force que les combats avancent et que l'âge avance aussi avec tous les coups qu'il a pris. Pour lui, Poirier, il est un petit peu plus âgé, 36 ans, depuis le mois de janvier, mais depuis 3 ans et la défaite contre Gaethje. Pour leur revanche, ça aurait été un petit peu plus dur de parier qu'il aurait encore un title shot et finalement il l'a eu Poirier, donc jusqu'au bout de sa carrière il aurait été plein de surprises. C'est un peu le combat contre Benoît Saint-Denis qu'il a relancé en fin de carrière. Poirier, c'est le genre de combattant dans une catégorie
qui est toujours à un seul combat d'un title shot. Tant qu'il est dans la KT, tant qu'il se maintient, il va perdre des combats contre l'élite, mais si jamais il en gagne un, ça y est, il se retrouve en position de combattre pour le titre, parce qu'encore une fois, il y a tout son historique. L'UFC a toujours fait ça avec ces gars-là, tu vois. Donc, il est au-delà. Dans une catégorie, tu vas avoir l'élite, dont il fait partie, tu vas avoir les mecs juste en dessous qui essayent de monter, puis tu vas avoir les gatekeepers. C'est pas un gatekeeper, Poirier, ça le sera jamais, jusqu'à la fin de sa carrière, il l'aura pas été. C'est pas un mec qui monte, bien évidemment, donc ça reste un top 5, un combattant d'élite, et quand tu es un top 5, tu peux toujours combattre pour le titre, tout le temps. On l'a dit, la rivalité Poirier contre Gaethje, elle existe depuis 13 ans, ce qui est assez rare à ce niveau-là d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que ça doit être l'écart de temps le plus important entre des gars qui sont affrontés 2 ou 3 fois. À mon avis, c'est assez énorme. Leur gars a connu pas mal de trilogies d'ailleurs, et Holloway comme Poirier en ont vécu une chacun. Poirier contre McGregor, 2-1 pour Poirier, et Holloway contre Volka, 3 title shots perdus pour Max Holloway. Pour l'un et pour l'autre, de quelle trilogie on se souviendra le plus? Poirier-Connor. Poirier-Connor, mais de très loin. Pourtant, les 2 derniers, c'est vraiment pas les combats qu'on va retenir, mais c'est ce qu'il y a autour. Le deuxième, si, quand même. Important. Il y a les photos, il y a les mèmes aussi après sortis avec Connor, il y a tout le trash talk, puis il y a ce changement de personnage, McGregor qui est tout gentil pour le deuxième, et ça devient l'antagoniste, ça devient le méchant pour le troisième combat. Il se blesse, oui, mais premier round il le prend pas, donc c'est ça qu'on va retenir. Donc vous êtes en train de me dire que là, ce Poirier-Holloway trilogie, ça va passer... Est-ce qu'il faut attendre le résultat de ce combat pour qu'on se demande si on y repensera dans 10 ans? Même pas. Donc là, en gros, pour vous, c'est jubilé. En gros, c'est jubilé Poirier. C'est un beau showcase fight, comme on n'en fait pas assez, comme on n'en fait plus assez en tout cas, et j'espère qu'on en fera beaucoup plus des combats comme ça. Surtout dans une KT avec des mecs qui sont assez relativement âgés maintenant. Il y a toutes ces générations qui ont quasiment le même âge, qui ont fait les beaux jours de cette KT. On a Charles Oliveira qui malheureusement vient de perdre salement contre la nouvelle génération. Poirier, il a battu un des gars de la nouvelle génération, la personne de BSD, mais maintenant, lui, il se dit qu'il n'a pas besoin de rester plus longtemps que ça, et il a bien raison, je trouve. Donc non, c'est un beau showcase fight, ouais, et ce sera bien pour leur histoire personnelle à tous les deux, mais c'est vrai que tous les deux ont des faits plus marquants que ça. On va se concentrer sur l'ensemble de la carrière du bientôt retraité Dustin Poirier, qui a 40 combats pro, dont 30 victoires. Il est arrivé à l'UFC en 2011 et il a pris 22 victoires, comme Holloway d'ailleurs. Le vainqueur passera à 23 victoires en fonction du résultat de ce week-end. Et puis, s'il a tenu aussi longtemps, c'est aussi parce que c'est un énorme showman, 15 victoires avant la limite. À l'UFC, 15 bonus de fin de soirée. Grâce aux 2 derniers fights contre McGregor, il a assuré ses arrières et a fait battre certains records à l'organisation. Pour vous, Poirier, si vous deviez retenir qu'une seule chose justement de cette carrière, ça situerait à quel niveau? Est-ce que ce serait un combat précis? On a parlé de déjà pas mal de ses combats. Est-ce que ce serait une manière de combattre? Est-ce que ce serait une personnalité? Qu'est-ce qui pour vous ressortira de Dustin Poirier? Personnellement, c'est plus la personnalité de Dustin Poirier, l'humain qu'il est, parce qu'on a beaucoup cette image de combattant qui galère, qui a toujours galéré, et c'est le cas de Dustin Poirier. On avait fait un film avant le combat contre BSD où ça retrace la vie de Dustin Poirier. Très bon film avec des interviews sur place où il a grandi, etc. On voit que sa personnalité, c'est vrai qu'elle a complètement changé. Parce que maintenant, c'est devenu un père de famille très sobre. Mais avant, il était beaucoup plus fou. Le mec qui prenait n'importe quel combat, qui se tapait contre n'importe qui, devient un jour un père de famille qui doit s'occuper de sa femme, de ses filles, devient le père modèle et qui lui-même l'a dit, je ne veux pas que mes filles regardent mes combats. Il les éduque déjà de telle manière, parce qu'on a vu quand même Topuria qui amène ses enfants pour ses fights, Charles Oliveira aussi, ça peut être choquant pour des enfants. Lui non, c'est plus en fait l'évolution de Dustin Poirier au fur et à mesure et en plus on le voit déjà rien que physiquement quand il arrive à l'UFC, WEC, on voit que c'est le jeune qui a vraiment le regard, en fait, c'est le regard de je vais battre tout le monde, je vais gagner, et puis au fur et à mesure que athlétiquement et physiquement ils deviennent plus matures, il devient mature aussi dans sa façon d'être, dans son visage, que tu vois que c'est plus un de jeune fou, fin adolescent, début adulte, ça devient un père aguerri en fait. C'est ce que tu vas retenir aussi un peu l'American Dream de Dustin Poirier, parce que c'est vraiment ce qu'il a vécu.
Ouais, je pense que c'est ça. C'est l'évolution, elle est intéressante, mais sous un autre aspect que celle que Anthony, dont Anthony parle, c'est vraiment le côté un peu poulet sans tête, tu vois. Il combattait comme ça avant. Ouais, je veux juste te casser la gueule, quoi. Et il a eu une grosse dose d'humilité contre McGregor, une première, ce qui lui fait changer sa carrière et faire un beau run. Et puis prend un KO un peu improbable contre Michael Johnson, même si c'était un bon combattant à l'époque, en tout cas, de Menace. Mais on l'attendait pas à ce KO-là, tu vois. Et là, il se remet en question, et là, il fait un superbe run jusqu'à être champion intérimaire, tu vois. Donc, encore une fois, moi, ça illustre le genre de carrière que j'aime bien dans les sports de combat. C'est pas que j'aime pas les invaincus, attention, c'est pas ça le truc. C'est que le sport de combat, pour moi, c'est pas ça. C'est qu'à un moment, tu vas perdre, et plutôt que de donner beaucoup d'importance au zéro de chaque combattant et que quand quelqu'un perd, tu te rends compte, il y a des mecs comme Poirier, tu vois, qui peuvent perdre en début de carrière, qui peuvent avoir des défaites un peu humiliantes contre McGregor, et tu remontes et tu prends une ceinture. En fait, les zéros, ils sont hyper importants, mais en début de carrière, parce que pour des mecs qui commencent à être bons et qui tournent, de te prendre un 1 rouge, c'est pas très grave. Derrière, ça se stabilise un petit peu et tu sais que tu vas recombattre. Si le combat était bon, tu sais que tu vas recombattre. C'est vraiment en début de carrière que c'est embêtant pour la construction et pour les jeunes qui veulent aller à l'UFC maintenant, c'est ça, ils essayent de privilégier le zéro. Ouais. Et c'est ça qui va pouvoir les aider. Ouais. Alors juste depuis 2017, je vous donne les noms qui a affronté Poirier. Je vais aller vite parce que c'est long. Miller, Alvarez, Pettis, Gaethje, Holloway, Khabib, Hooker, McGregor, Oliveira, Chandler, Saint-Denis, Makhachev. En plus de ça, il y en a qui l'a affronté 2 fois dans la liste. Ça correspond aussi un petit peu à la période dorée des moins de 70 kilos, où on disait pendant des années c'est la plus grande catégorie de l'UFC, celle où il y a le plus de concurrence. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'enchaînements aussi marquants dans l'histoire de l'UFC sur les adversaires affrontés. Pour moi, c'est encore une fois, tu mets de côté les victoires et les défaites, c'est l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande carrière dans la catégorie. Ah, c'est fou, c'est fou. Je suis complètement d'accord. Ces noms-là, c'est juste... Enfin, tu vois, on faisait l'épisode sur John Jones l'autre jour. Ouais. Quand tu refais les noms de John Jones qu'il a affronté, c'est vrai qu'il y a des énormes légendes, mais beaucoup aussi en fin de carrière, etc. Là, il a affronté quand même des mecs. Quand tu vois quand il prend des Oliveira, quand il prend Benoît Saint-Denis, Makhachev, Khabib, Hooker, Gaethje, ils sont à l'âge où ils sont les meilleurs de leur carrière en fait. Il a pris tout le monde dans leur prime et il avait fait aussi dans la catégorie d'en dessous. Tu vois, sur 2 KT, il a fait ça, sur une longévité exceptionnelle. Donc évidemment, tu gagnes, tu perds encore une fois. Mais lui, quand il va s'asseoir à la fin de son combat contre Holloway, il pourra se dire, si vous tapez sur Wikipédia les noms sur cette tranche d'années, j'ai pris tout le monde. Tout le monde. Absolument. Tous les meilleurs. Gomi, si tu veux gratter, tu vois. Il a beaucoup de victoires aussi sur ces mecs-là. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas juste je les prends pour perdre. C'est que il a faudrait regarder sur le temps, mais du top 15 de l'histoire des poids légers, il doit être en positif, forcément. Ouais. Il a pris presque de tout le monde, et même Eddie Alvarez, en fait, quand il le prend, c'est pas Eddie Alvarez qui est terminé non plus. Non, c'est encore un Eddie Alvarez qui est intéressant. C'est pas celui de sa carrière au Japon, certes, mais c'est un Eddie Alvarez qui a été champion de l'UFC, qui arrive encore à faire des grosses carrières, qui a mis KO Justin Gaethje. Donc voilà, vraiment, il manque 2-3 noms là-dedans, tu vois, mais c'est des mecs qui avaient déjà arrêté leur carrière. Donc ouais, non, c'est une des plus grosses carrières, si ce n'est, encore une fois, probablement la plus grande en termes d'adversité affrontée, ouais. Et en plus, il est en positif, comme dit Anto. Je vais peut-être être dur sur la question que je vais vous poser maintenant, mais ce qu'on retiendra aussi de Poirier, c'est qu'il n'a jamais été le undisputed champion à l'UFC. Pourtant, il a eu 3 chances de la remporter, et il s'est pris 3 soumissions contre Khabib, contre Oliveira, contre Makhachev. Est-ce qu'il y a un côté aussi un peu loser magnifique chez Diamond? C'est le surnom qu'on lui avait donné, c'était le roi sans couronne. Ouais. C'est vrai que ça peut être glorifiant, mais c'est plus valorisant, tu vois. Non, mais c'est pas valorisant, pas trop, quoi. Ouais, mais moi, je suis désolé, mais je vais aussi retenir ça parce que je suis impressionné quand je relis les noms que je vous ai cités juste avant. Mais ça, je vais le retenir dans la carrière de Dustin parce qu'il n'a pas manqué d'occasion. Il s'est fait à chaque fois qu'il a été sur ce dernier combat pour y arriver. En réalité, il s'est fait un peu torturer. Il se prend 3 soumissions, c'est hyper dur aussi à revoir. Non, c'est clair. Même si contre Khabib, on se dit, il y avait peut-être une guillotine qui passe, et on se dit, il était pas loin de le faire. Mais en réalité, est-ce qu'il était réellement pas loin? On sait pas, mais c'est un peu dur, quoi. C'est dur. Contre tout, s'il a fait quelque chose de bien. Dans ces 3 combats-là, il a été intéressant, tu vois. Mais, et c'est là où s'arrête mon côté très content d'observer la carrière des mecs, parce que j'ai pas vraiment le côté Coubertin, moi, c'est pas un truc. Ouais, tu vas pour gagner.
C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Et à ce niveau-là. On est en France ici, fais attention. Ah ouais, je sais, on n'aime pas trop ça ici. Mais clairement, ouais, c'est un gros problème. Je suis d'accord avec toi, Charles. C'est un problème. C'est que c'est clair que tu as fait une superbe carrière. Maintenant, si tu parles de Khabib et Islam, tu te dis, ces mecs-là, intrinsèquement, ils étaient plus forts que lui. On peut dire ça. Maintenant, tu as eu des opportunités quand même. Contre Charles, tu as vraiment fumble, comme on dit, le sac. Okay. Parce qu'il y avait, et je l'aime bien Charles, mais il y avait vraiment moyen de gagner contre Charles, tu vois. Et là, je pense qu'il s'en mord les doigts encore aujourd'hui parce que sa vraie chance de gagner la ceinture Undisputed, elle était là. Et il n'a pas pu saisir cette opportunité. Donc tu peux te demander, dans les grands moments, est-ce qu'il n'était pas un petit peu friable mentalement ? C'est ça, moi j'allais dire, pour moi, ces combats-là, il les a perdus émotionnellement. Je disais tout à l'heure, on l'a vu pleurer souvent dans la cage. Après, voilà, on sent que parfois, même quand il rentre, on sent qu'il n'est pas détendu. Tu vois, il y a des combattants. Il y a Topuria, on le sent déterminé, détendu, tout ça. Dustin, c'est pas vraiment le cas. En fin de carrière, c'était mieux, mais mentalement, Conor McGregor, il a eu besoin de 2 phrases pour rentrer dans sa tête. Oui, il lui a dit son menton, il va craquer, il va craquer très facilement. Je trouve gentil pour le coup à ce moment-là, McGregor. Ouais, il dit des trucs de combat, quoi. Ce qu'il a fait à Aldo derrière. Je pense que Poirier, il vient avec un couteau en conférence de presse, parce que vraiment, c'est. Donc ouais, c'est vrai qu'il y avait cette fiabilité. Maintenant, en fin de carrière, c'était mieux. Tu sentais qu'il appréciait plus le moment sur certains combats. Malgré tout, sur les moments clés des combats, il lâche, ça finit par lâcher. L'autre consolation, la ceinture champion intérim gagnée contre Holloway en 2019, ça passe presque à l'as en fait. Non. Même si il stoppe Max Holloway dans sa progression. Et dans un quasi-record, puisqu'il est à 13, je crois que le record absolu c'est 16 victoires d'affilée à l'UFC, donc il stoppe un win streak de dingue, il prend une ceinture intérimaire, mais ça, personne ne la retiendra en fait. Non, mais personne ne retiendra parce qu'au final, là on dit que Cyril Gane a pris la ceinture intérimaire et on dit ça, nous on la retient quand même. Nous on la retient en France, mais aux États-Unis ils ont d'autres trucs à gérer au niveau des palmarès. Mais on dit pas que tu es champion du monde ou tu es champion de l'UFC, c'est pas possible. Non. Tony Ferguson a eu la ceinture aussi, pourtant on ne dit pas que t'as quand même eu la ceinture intérim, ça va. Non, parce que quand tu regardes le palmarès, entre parenthèses, intérim. T'as pas j'ai le titre comme Charles Oliveira a pu l'avoir, Khabib, Topuria, Islam. Il y a cette ligne qui va manquer à son palmarès, mais ça entache que très peu la carrière qu'il a eue. Pour Max Holloway, c'est 35 combats pro et des débuts UFC en 2012, après seulement 4 fights chez les professionnels. C'est lui qui a disputé le plus de combats en moins de 66 kilos à l'UFC avec 20. Et la période folle de Max, c'est donc entre 2014 et 2019 où il enchaîne 13 victoires de rang, 3e meilleur enchaînement de l'histoire de l'UFC. Pareil, les noms en face, c'était Oliveira, Aldo, Brian Ortega, Anthony Pettis. Et la grosse différence, c'est qu'il a quand même remporté en tout 5 combats pour la ceinture. Donc ça, faut y penser. Carrière de dingue donc pour Max Holloway chez les moins de 66. Le problème dans l'histoire de cette KT, c'est que autour, il y a eu José Aldo et il y a eu Volkanovski plus récemment. Ouais, mais quand même. Franchement, il a laissé sa marque dans cette catégorie, clairement. Il est tombé dans une ère de dingue avec McGregor, avec Aldo, avec Volkanovski et d'autres, parce que il faut toujours dire qu'il y a des mecs qui auraient dû être champions. Ils sont vraiment mal nés, ces mecs-là. C'est dommage pour eux, mais ils sont nés à la mauvaise époque, tu vois. Donc, sinon, ils auraient été champions, ces gars-là. Donc, comme tu l'as dit, à la fin, quand tu regardes sur le papier, ça fait une plus grande carrière. Parce que lui, il a été champion Undisputed, il a défendu la ceinture, et pas qu'un peu, et toujours avec la manière avant de la perdre contre Volk. Et contre Volk, la première fois qu'il perd contre Volk, ça se joue à 3-4 low kicks. C'est pas comme si, tu vois, il se faisait ultra dominer. Donc, avec tout ce qu'on a dit sur Poirier, c'est quand même dingue de se dire qu'a priori, selon moi, je sais pas ce que tu en penses, Anto, sa carrière, elle est plus grande encore. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec Baba. C'est qu'au final, quand tu vas. C'est toujours la même chose que dit Baba aussi. Au final, ce qu'on regarde, c'est ton verre. Ouais. Mais quand tu as fini ta carrière, Hall of Fame, oui, les deux vont être Hall of Fame de toute façon, quoi qu'il arrive. Ça m'étonnerait même pas que Poirier, à la fin de l'événement, ils lui disent tiens, on t'introduit au Hall of Fame de l'année prochaine. Hall of Fame, c'est sûr et certain. Ah oui, bien sûr, c'est sûr et certain. Et à la fin, ils vont regarder, ils vont dire qui a été le meilleur combattant ? C'est Holloway parce qu'il a été champion. Mais c'est ça, 5 combats remportés pour la ceinture, c'est face à 3 perdus en face. Ouais. Donc
Tu vois, je crois que il y a quand même une ceinture intérim dans les 5 que je cite là pour Max Holloway. Si t'enlèves les Undisputed, et voilà, c'est ça. Et quand j'ai dit les noms, la différence c'est qu'il les a battus. Ces noms-là, il les a battus. Alors que pour Dustin, il y a des victoires, il y a des défaites. Ouais. Donc je vous rejoins là-dessus. Pour moi, Max Holloway, on retiendra plus sa carrière, tout simplement parce que dans la liste des champions, il y apparaît et Dustin Poirier, malheureusement pour lui, n'y apparaîtra jamais. Simplement, dans cette KT des moins de 66 et pour l'histoire des moins de 66, comment on fait les cas de conscience compliqués? Parce que du coup, Holloway, il a battu 2 fois Aldo. mais Holloway, il s'est fait battre 3 fois par Volka. Donc, en hiérarchie, bon, on met José devant, quoi qu'il arrive. Et derrière, il y a match. Tu parles avec moi là, Max. Je pense toujours que José Aldo est le plus grand combattant de MMA de tous les temps. Ouais. Même si, ou en tout cas, il est dans mon premier tiers. Comment on dit en français tiers déjà? Chapeau. Ouais, chapeau. Dans mon premier chapeau de combattant, oui, il est très haut. Donc, ça reste la plus grande carrière à 66 kilos, celle de José Aldo. Max Holloway a battu le gars, et ce sera son plus gros fait marquant dans sa carrière de combattant. Max Holloway, c'est le mec qui a détrôné le combattant le plus difficile à détrôner, tu vois. Même si McGregor est passé par là. Ça m'a détaché, c'est qu'il l'a fait avant. Ouais. Quelqu'un l'a fait avant. C'est un peu dommage. Mais le fait de le faire 2 fois avec la manière contre un Aldo qui bat Frankie Edgar, qui bat encore plein de mecs dans la KT derrière, et des 2 victoires qui ont super bien vieilli pour Max Holloway. Ouais. Donc ouais, non, c'est Holloway, c'est... Les victoires, elles vont bien vieillir. Parce que aussi Aldo il a fait des trucs derrière. Ouais. C'est pour moi quand tu regarderas le moment de la carrière d'Aldo où Holloway l'a battu et que tu vois qu'il a refait des trucs derrière, pour moi la victoire va bien vieillir et les 2 victoires vont bien vieillir. Donc voilà, toi si tu devais faire un podium vite fait Anto, du coup José devant et après. Non, je me fais taper par Baba si je dis mon. Alors vas-y, dis-le. Si je dis que je mets Volka en premier, Baba, je finis pas l'émission normalement. Même si je trouve que José Aldo c'est un combattant exceptionnel, c'est le mec que j'accepterais de mettre devant. Ouais, non, mais c'est Volkanovski, c'est plus pour la dominance en fait de la catégorie. Ouais. Être champion, battre tout le monde, battre l'homme qui a battu l'homme, mais 3 fois. Mais 3 fois en fait. Et en tout cas, du coup, ce qui veut dire que Max Holloway, pour tous les deux, il est sur la 3e marche du podium. Ouais, malheureusement, parce que même s'il a battu Aldo 2 fois, en fait, pour moi, la 3e victoire de Volk sur Holloway, pour moi, c'est une des plus grandes victoires de l'histoire du MMA. Et comment il domine ce genre de combattant. Là, ce jour-là, je dis ouais, non, c'est un truc de ouf quoi, ce combattant, tu vois. Donc ouais, non, c'est fort, c'est très fort. On va revenir rapidement sur les 2 premiers combats entre Dustin Poirier et Max Holloway. Je vous le rappelle, c'est une trilogie à laquelle on va assister ce week-end à l'UFC 318. D'abord en 2012, c'était les débuts UFC de Max et seulement le 4e combat dans l'orga pour Poirier. UFC 143, ils sont en prélims à l'époque et le main event c'est Nick Diaz contre Carlos Condit, c'est vintage. Bref, soumission premier round de Poirier, on peut l'analyser avec un regard romantique, je pense, mais pas grand-chose à déduire d'un combat qui a eu lieu il y a 13 ans. Ouais, mais c'est ça, surtout que c'était à l'époque où Max Holloway est à 4-0 et il le dit lui-même, il avait fait 0 cours de JJB. Dustin Poirier ne l'a pas loupé. Hein. Il a dit ok, je vais le soumettre, c'est fini. Ouais, il a fait ça vite, Poirier. Il n'y a pas eu de problème. Il a accueilli un petit peu le petit genou et il lui a montré qu'à ce niveau-là, il faut prendre des cours de JJB. Ouais. Dans le contexte, le 2e fight est plus important parce qu'il était en 2019 et Holloway est inarrêtable à l'époque en moins de 70 kg. Il monte en moins de 66 kg, il monte en moins de 70 kg pour tenter la ceinture intérim. Et donc, après 13 victoires d'affilée, Max se fait battre par Dustin qui vient stopper cette dynamique. Cette fois-ci, il gagne par décision. Dustin, il était bien lancé à l'époque aussi parce qu'il sortait de 3 victoires contre Pettis, Gaethje et Alvarez. Et je me dis, je sais pas, est-ce que ce combat qui était plus récent, qui reflétait plus le niveau réel des 2 combattants, peut encore avoir un impact mental sur l'un et l'autre 6 ans après? Moi, je ne pense pas. Ça, il y a eu trop de temps et ils ont fait beaucoup trop de choses, les 2 marquantes encore une fois, plus marquantes d'ailleurs que leur rivalité, pour que ça puisse peser. Je pense que c'est 2. Maintenant, Holloway, évidemment, qu'il arrive en se disant, on me donne une opportunité d'en récupérer une sur un mec qui m'a battu 2 fois. Ça va jouer un petit peu dans sa tête en termes de motivation, tu vois, d'aller chercher des choses. Poirier, il est dans un autre délire, là, en fait. Il combat chez lui, à la maison, devant toute sa famille, devant tous ses potes. J'ai envie de te dire, Holloway, c'est un visage blanc pour lui. C'est peu importe en face, il fait quelque chose de plus grand, là. Ouais. Non, je suis complètement d'accord avec Baba. Je pense que le chaos subi contre Topuria aura plus d'effet que les 2 combats précédents contre Dustin Poirier. Et j'ai rien à rajouter sur Baba. Là, en fait, Dustin Poirier, c'est vraiment la route que tout combattant MMA aimerait avoir terminée chez lui,
son event, ses fans, c'est lui qui a décidé contre qui, bon, à 2-3 noms près, mais bon, il prend une légende quand même, c'est pas n'importe qui. Ah ouais, c'est clair. Il a choisi jusqu'au bout, c'est comme ça qu'on veut terminer notre carrière en fait. Voilà, un des Dana White privilèges aussi pour Dustin Poirier jusqu'au bout, et en tout cas il l'aura mérité par rapport à tout ce qu'il a donné aussi pour l'orgue. On va quand même terminer en parlant de leur style dans la cage, même si on peut se douter à peu près à quoi ça va ressembler. Quoi qu'il arrive, on a deux strikers de très très haut niveau, l'élite de ce qui se fait à ce niveau-là, et même si Poirier il a réussi pas mal de soumissions en carrière, on peut s'attendre à un combat qui va être debout. Ça va être debout largement. Je pense que s'il y a les 5 reprises, ce sera 5 reprises debout, avec un petit peu de clinch au milieu. Mais on a un boxer-puncher, Dustin Poirier, qui aime bien être ancré sur ses appuis, qui va chercher tout de suite à faire mal. Il aime bien, la particularité de Poirier, c'est qu'il aime bien mener avec son bras arrière. Attaquer d'abord avec son bras arrière, puis avec son bras avant. C'est quelque chose qui avait très 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 bien fonctionné contre Holloway la deuxième fois. Vraiment, il n'arrivait jamais à comprendre le crochet du bras avant, Holloway, parce qu'il venait derrière le bras arrière. Il est gaucher, Poirier, donc c'est très difficile. Et face à lui, on a un combattant, un striker très complet, un espèce de kickboxer qui est fait pour le MMA, tu vois, qui utilise bien ses jambes, ses poings. Je vais me baser sur la dernière perf contre Gaethje et le deuxième round contre Topuria pour comprendre que le style d'Holloway maintenant c'est ça. Un vrai mix entre les poings et les pieds. C'est plus que de l'anglaise. Il envoie beaucoup de coups de pied, il envoie les sidekicks, il travaille aussi un petit peu en low kick. Dès qu'il peut travailler en kick jambe avant pour feinter, il le fait. Donc on a un vrai kickboxer maintenant, ouais. Non, mais heureusement déjà que c'est devenu un kickboxer, parce que si c'était que de combat de l'anglaise, Poirier aurait été devant, parce que vraiment le style Filicel contre en garde opposée contre Max Holloway, je pense qu'il n'y aurait pas eu match. Là, on a quand même un Max Holloway qui gère un peu plus la distance. Il l'a fait contre Gaethje au premier round. Il a plus de coups d'éclat. Le coup de pied retourné qu'il fait contre Gaethje, de base, il l'avait jamais fait contre Volk. Je vois pas pourquoi il l'aurait sorti. Il l'a sorti, il lui casse le nez très bien. C'est aussi Poirier quand même, il est devenu plus stratégique dans sa manière d'aborder les combats. On l'a vu contre Islam Makhachev. À l'époque où il disait, à l'époque il aurait pu se dire, Makhachev, faut juste pas qu'il m'emmène au sol. Ouais. Donc je vais l'envoyer debout. Il a plus contrôlé la distance, plus essayé de contrer quand Makhachev rentrait plutôt que défendre la lutte. Il y a quand même 6 ans d'écart entre le dernier combat. Ils ont tous les deux changé de style. Mais si on doit mettre une pièce dessus, je dirais quand même que le style de Poirier est plus à l'avantage que celui de Max Holloway. Dans le domaine du striking, Holloway c'est une vraie mitraillette. Il a le record du nombre de coups significatifs qui ont touché à l'UFC, 3457 en tout. Il y a Joshua Van qui arrive malheureusement pour lui. Ouais, il y a Joshua Van. C'est vrai qu'il en a fait plus de 200 l'autre jour contre Brandon Royval. Mais il y a de la marge, parce que le deuxième derrière Holloway, il a 1200 coups de moins. Donc il y a quand même un peu de combat à faire avant. Le deuxième c'est Strickland. Ouais. Il a même envoyé 445 coups sur un seul fight contre Calvin Kattar. Ouais. C'est-à-dire que là, le Royval-Van, on se dit que c'est un combat de fou, mais à eux deux, ils ont envoyé autant de coups significatifs que Holloway ne l'a fait sur un seul combat contre Calvin Kattar. C'est ça. Alors, comme vous êtes en train de l'expliquer, c'était ça la force d'Holloway, parce que maintenant, il a un petit peu réadapté son jeu. Donc, est-ce vous pensez qu'on va avoir, si le combat allait au bout, par exemple, on pourrait avoir un record de coups significatifs, ou alors justement un nombre qui pourrait se rapprocher de ça? Est-ce que vous pensez, ou alors on va quand même se maintenir un petit peu plus à distance, varier un peu plus? On sait que quand on envoie des kicks, il y a le côté un peu moins mitraillette que tu peux faire avec les poings. Est-ce qu'on peut se rapprocher de quelque chose comme ça? Non, moi je pense que Holloway va le gérer comme il a géré Gaethje. C'est l'approche qu'il va prendre, être patient, choisir ses coups, essayer d'impacter dès qu'il peut, donc s'asseoir un peu plus, choisir les moments où il va frapper fort, sinon il va tourner autour, tu vois, il va pas... C'est ce que j'aime bien du nouveau Holloway, on va dire que... c'est un mec humble, attention, je dis pas que c'est un mec... mais il y a une sorte d'humilité dans ce qu'il a appris de ses défaites, à se dire, ok, c'était cool quand je faisais beaucoup de volume, contre ces gars-là, je me mets en danger, si je tourne, j'ai l'avantage parce que je suis plus rapide, et j'ai un meilleur arsenal technique, donc je pense que c'est... En tout cas, à sa place, dans son coin, c'est comme ça que je le ferai. Mais en plus, ça se ressent sur ses derniers combats, parce que sur tous ces combats, j'enlève les 3 derniers combats de Max Holloway, c'était en moyenne 8 frappes envoyées par minute, ce qui est énorme. Aujourd'hui, Joshua Van, il a le record, il est à 8,3, 8,4. Donc Max Holloway était très 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 haut dans le classement, limite premier. Et sur les 3 derniers, c'est plus que 5 coups envoyés par minute. Et pourtant, à part le KO qu'il a subi contre Topuria, les 2 derniers fights, il les a gagnés simplement et debout en plus.
Par contre, si Poirier il vient coller contre le grillage ou qu'il réussit à emmener le combat au sol, là, ça pourrait quand même aussi tourner à son avantage. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il aille aussi vers un combat comme ça. Le seul doute que j'ai, c'est la pression de l'enjeu, la pression de vouloir faire un gros spectacle pour son dernier combat devant son public. Donc, à choisir, je me dis qu'il va pas aller là-dessus, qu'il va plutôt aller dans la boîte et faire un vrai combat de BMF. Moi, je pense que même si sur ses derniers combats il a évolué, qu'on a vu qu'il était capable de proposer des trucs différents, de temporiser un petit peu, je pense qu'il va faire un vrai combat de BMF et que ça va se passer vraiment très proche et en anglaise, quoi. Ouais, mais c'est sa dernière opportunité de gagner par guillotine, hein. Il la cherche depuis 15 ans. S'il l'avait casé contre Khabib, si donc, seulement il l'avait casé. Je me dis qu'il y a un monde où il se dit c'est aujourd'hui ou jamais. donc ça peut être grappling, sol, il peut aller dans des domaines qui sont pas forcément ceux privilégiés par Max Holloway, qui s'il est collé contre le grillage, son option ça va être essayer de sortir tout de suite. Ouais, en dehors du petit troll, clairement Poirier sur ce combat-là, il va l'approcher de la même manière qu'il a fait sur ces derniers. Il va être agressif, il va essayer de frapper fort. Déjà, à l'époque, il avait fait mal à Holloway, qui avait un menton en granit. Aujourd'hui, le menton, une fois qu'il cède une première fois, c'est compliqué. Après, c'est fissuré et ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, c'est sûr que c'est une donnée que Poirier il a intégrée. Il frappe très fort, Poirier. Donc, je pense qu'il va essayer de le descendre. Ouais. Et si que ce soit au début ou à la fin, là, entre les deux, par rapport à ce qu'ils ont dans les points, il y a un côté roulette russe. Si ça part comme les 10 dernières secondes du Gaethje Holloway, là c'est soit toi, soit moi, c'est roulette russe. Ah oui, non, mais les deux frappent fort, il n'y a pas de souci. Mais bon, léger quand même, bon avantage pour Dustin Poirier qui lui a fait tomber beaucoup plus de monde sur ses crochets, surtout ses contres. En fait, c'est ça qui me fait un peu plus peur. C'est qu'Holloway, oui, il va envoyer une combinaison, mais c'est pas un contreur. Alors que Dustin Poirier maîtrise vraiment le contre, ce qu'il a fait contre BSD, ce qu'il a fait aussi contre Conor, il l'avait montré contre Gaethje aussi, il contre vraiment fort et donc t'es pas à l'abri sur une combinaison de Max Holloway qui défendent avec la filicelle et voilà, lui c'est plus gaucher. Le point gauche qui touche le menton de Holloway, comme le disait Baba, une fois que le menton il a été fissuré, c'est compliqué. On a vu ce que c'était Volk, il est tombé contre Islam, ouais. Le combat d'après il est tombé contre Topuria. Un vrai combat de BMF, en tout cas ce week-end à l'UFC 318, le jubilé pour Dustin Poirier qui va combattre devant son public à la Nouvelle-Orléans. C'est le programme qui vous attend évidemment sur RMC Sport. Merci Anto, merci Baba. Merci les gars. Merci, on a été, je l'espère, assez complet pour vous donner toutes les clés pour analyser ce combat et l'apprécier encore plus. Merci à tous ceux qui travaillent en régie autour de Flavien Ziolkowski. Le RMC Fighter Club continue cet été bien sûr et fin août on commencera des épisodes spéciaux évidemment autour de l'UFC Paris qui arrivera le 6 septembre prochain avec beaucoup de surprises. Merci à toutes les équipes, à Arthur Robert aussi, à Laurent Duploué. À très vite dans le RMC Fighter Club. Ciao. RMC Fighters Club.